Merci d'être venus aussi nombreux après ce film pour un débat ou un échange voilà, avec Mila autour de ce film et puis autour de toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la Yougoslavie, sur l'histoire plus récente de la région. Alors je me présente, je m'appelle Laurent Gélin, je suis journaliste au Courrier des Balkans depuis quelques années et voilà, j'animerai ce débat, cette discussion avec Mila. Donc peut-être on va vous donner tout de suite la parole pour ne pas perdre de temps. Est-ce que quelqu'un a une première remarque, une question, une question pour Mila ou pour d'autres gens? Oui, madame, essayez de parler fort. J'ai beaucoup apprécié le film et je veux savoir s'il y a un moyen de voir ces films, surtout Dennis Kahn, Polo, Rebecca, film sur Tito, parce que je pense vraiment que c'est très envie pour ça. Et alors la date demandait juste s'il y avait une possibilité de voir ces films, Bataille de la Neretva et tous les autres, s'ils étaient accessibles et si on pouvait les trouver. Justement, c'est ça la difficulté parce que donc j'ai pris 5 ans pour faire ce film et la plupart du temps c'était la difficulté de trouver les films de fiction mais aussi d'avoir accès aux archives qui est pour moi le plus grand obstacle de le faire. Donc il y a maintenant pas mal de grands films, de spectacles surtout qui sont sortis en DVD en Serbie ou en Bosnie, en Croatie, sans bien sûr le sous-titre français ou anglais. Et donc ça reste vraiment un problème. Et malheureusement, vers 889 films étaient produits en Yougoslavie entre 1945 et 1989. Et après 3 ans de recherche, moi j'ai trouvé que 300. Donc j'ai pas même réussi de trouver la plupart. Mais cela dit, la Cinémathèque yougoslave à Belgrade est chargée de garder une copie de chaque film tourné en Yougoslavie. Et il le tient, mais le problème là est qu'ils n'ont pas de moyens techniques pour permettre aux gens de regarder les films chez eux. Donc ça reste, disons, gardé, mais on ne peut pas vraiment y accéder en tant que public général. Peut-être une autre question annexe. Est-ce que tous les films qu'on voit à Avala qui sont entreposés, est-ce qu'il y a une politique de protection? Est-ce que ces films sont en train de disparaître ou est-ce qu'ils sont sauvés quelque part? En fait, c'est ça la motivation principale de faire ce film. Donc, moi, au début, quand j'ai commencé le travail sur le cinéma communiste, c'était vraiment l'histoire du studio Avala qui m'intéressait. Il faut savoir que les studios sont en train d'être privatisés, donc l'État est en train de vendre les studios. Mais malheureusement, comme les studios ne sont pas classés comme un lieu culturel, un site d'héritage culturel yougoslave, on va les vendre pour les valeurs du terrain. Donc, toutes les choses que vous avez vues de nos films seront détruites. Déjà, il y a pas mal de choses qu'on a tournées, par exemple les costumes que vous avez vus qui sont jetés dans la poubelle, donc ça n'existe plus. Et en fait, c'était pour moi vraiment tragique parce que presque 50% de films yougoslaves étaient produits par Avala Film. Donc c'est vraiment le plus grand studio. Bien sûr, on avait des autres dans les autres républiques, mais c'était vraiment le plus grand studio. Et malheureusement, chez nous, il n'y a aucune conscience du fait que ça a une valeur au moins historique, même culturelle. Et donc, non, finalement, la réponse est non. Selon les chiffres que j'ai pu trouver récemment, en Serbie, 0,6% du budget est alloué à la culture, ce qui représente vraiment rien du tout. J'avais noté que le budget total pour la culture, c'était quelque chose de ridicule, 1,5 million d'euros par an. Oui, c'est vrai, c'est triste bien sûr, mais comme on est en pleine crise, peut-être on peut dire que c'est normal. La culture est la première chose qui sort qu'on est en pleine crise. Mais en même temps, la chose qui m'inquiétait beaucoup plus que ça, et que je trouve que chez nous, il n'y a aucune conscience qu'il faut garder le passé. Parce que comme le passé, surtout de la Serbie, est assez compliqué, assez difficile à raconter, parce qu'il y a des épisodes où on n'est même pas sûr comment le raconter, surtout la Seconde Guerre mondiale, mais aussi, je pense, de la guerre pendant les années 90. La solution qu'on a trouvée est que la chose la plus facile est juste d'effacer le passé. Donc on ne parle pas vraiment du passé, on ne garde pas les traces du passé. La plupart des musées à Belgrade est fermé. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup plus que le manque d'argent pour la production culturelle en ce moment-là. Oui, monsieur. Alors, dans le film, vous dites que la maison de Tito a été détruite par les bombardements en 99.
La question qu'on se pose, c'est de savoir s'il y a eu d'autres choses de détruites pendant la guerre avant, ou d'autres éléments de films, de patrimoine, et de manière un peu sous-jacente par rapport à ce que vous disiez, est-ce que l'Union européenne n'intervient pas, ou d'autres, si l'État n'intervient pas lui-même, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accéder à d'autres moyens pour préserver ce patrimoine? D'abord, pour répondre à la question sur le bombardement, la raison pour laquelle la villa de Tito était bombardée est parce que c'était, après Tito, c'était la résidence de Milošević. Donc, bien sûr, Milošević n'était pas chez lui pendant le bombardement de l'OTAN, donc détruire une villa parce que c'est leur résidence officielle, pour moi, c'est vraiment une chose qui ne va pas. Mais, cela dit, Belgrade n'a pas su faire le destin des villes comme Sarajevo, donc on était épargné d'une vraie guerre, disons. On ne peut pas faire vraiment la comparaison. Sur l'autre question, oui, il y a parfois des efforts des gouvernements étrangers à aider. Par exemple, je vous cite, j'ai parlé de la Cinémathèque yougoslave. Ça s'appelle encore la Cinémathèque yougoslave, même si la Yougoslavie n'existe pas il y a des années. C'est à Belgrade, donc on dirait que c'est la Cinémathèque serbe, mais comme ils gardent tout le patrimoine cinématographique de l'ex-Yougoslavie, ça reste la Cinémathèque yougoslave. Et c'est la 5e, je crois, plus grande cinémathèque dans le monde. Donc c'est vraiment une chose très 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 importante et spéciale. Et par exemple, le gouvernement japonais a récemment donné une grande subvention pour construire une archive pour des films de nitrate, des films qui sont... Des films qui sont véritables. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a parfois des choses qui se passent. En même temps, Belgrade est en train de préparer sa candidature pour la capitale européenne de la culture, ce qui est un peu bizarre. Mais là, on espère, voilà, vu notre budget de la culture, mais là, peut-être les choses, on espère que peut-être avec tous les processus politiques en ce moment, la Serbie vient d'avoir la candidature pour en fait, d'avoir le statut de candidat, pays candidat, on espère que peut-être dans l'avenir, ce sera un peu mieux. Pour compléter, peut-être la Serbie n'a pas connu de combat terrestre dans les guerres yougoslaves. Il y a quand même eu des semaines et 2 semaines de bombardements, donc les infrastructures ont été endommagées, les ponts, beaucoup d'usines, les ministères à Belgrade, à la fois en Serbie, au Monténégro, au Kosovo, donc il y a quand même eu beaucoup de bombardements et ça reste un événement assez traumatique pour tous les gens qui ont vécu ces bombardements à l'époque. Et voilà, des jeunes qui ont reçu des bombes sur la tête pendant des semaines et ça reste un événement quand même important pour les Serbes. Je ne vais pas faire plus long, mais cela dit, j'étais il y a 1 mois et demi à Rome, et la cinémathèque à Rome est dans un état d'abandon et de délabrement, il n'y a pas de guerre, c'est l'Union européenne, et elle est laissée à l'abandon, la Cinecittà. Oui, madame. Bonsoir, d'abord je voudrais vous remercier pour ce film qui m'a beaucoup ému et qui est très important. Et je voulais vous poser une question parce que j'ai constaté dans l'ex-Yougoslavie, notamment en Slovénie ou en Croatie dans la période récente, une nouvelle génération de votre âge qui essaie de résister contre l'enterrement précisément de ce passé ou les nouvelles versions officielles de l'histoire. Il y a le festival subversif de Croatie. Il y a des jeunes en Slovénie aussi qui ont participé, j'étais partie prenante aussi de réunions internationales pour essayer de lutter contre cette nouvelle. Et je voulais savoir quel soutien vous avez reçu à l'intérieur de cet espace yougoslave et quelle réaction à votre démarche. En fait, je crois que vous avez raison, il y a vraiment, quand on parle de l'ex-Yougoslavie, il y a vraiment 2 réactions différentes. Donc il y a une réaction d'une génération qui se souvient de temps de l'Yougoslavie et une génération plus jeune que moi qui ne connaît même pas l'image de Tito. Donc ils ne savent vraiment rien de cette histoire. Et une chose que j'ai beaucoup aimé, le film est sorti en salle en Serbie, Croatie, Slovénie et Bosnie, ce qui est assez rare pour un documentaire. Donc déjà là, on voit qu'il y a un intérêt pour l'histoire de Yougoslavie. Mais une chose que j'ai beaucoup aimé, que souvent ça arrivait que les enfants sont allés au cinéma avec leurs parents. Et il me semble que ça a déclenché une discussion sur ce passé oublié
parce qu'on avait vraiment un trou noir, disons, pendant les années 90, on ne parlait pas vraiment de Yougoslavie. Ce n'était pas un sujet assez populaire, parce que bien sûr, chaque pays a eu besoin pour les arguments pour la guerre. Donc, il suffisait de dire il faut s'en sortir, il faut sortir de Yougoslavie. Et maintenant, il y a une chose assez intéressante qui se passe. Je parle de Serbie maintenant parce que c'est un peu différent. Moi, j'ai voyagé avec le film partout. J'avais vraiment envie d'assister à chaque projection dans l'ex-Yougoslavie. Et je suis allée en Slovénie, au Festival de Pula en Croatie, à Sarajevo pour la projection, à Macédoine, Monténégro, même Kosovo. Donc j'ai vraiment assisté à chaque projection qu'on a eue. Et le débat après était un peu différent dans chaque république, mais la chose qui m'a tenu le plus est que j'ai trouvé beaucoup plus de Yougo-nostalgie que j'imaginais. Donc moi je croyais qu'on aura vraiment des vrais débats sur oui c'est un pays vrai ou fictif, oui on a vécu vraiment comme ça ou pas, c'était présenté d'une telle manière mais c'était pas vraiment la vie quotidienne. Mais en fait j'ai trouvé que les sentiments qu'on a perdu une chose dont on était vraiment fiers, un pays dont on pouvait être fier et que maintenant on habite dans des républiques qui n'ont pas du tout le même statut, la même réputation globale. Donc déjà, il était là. Et ça m'a étonné vraiment. Et surtout avec une génération beaucoup plus jeune, la chose qui m'a étonné est que vraiment on a grandi, pour la plupart de nous soit l'année 90, soit l'année 2000 était année zéro. On a vraiment commencé depuis le début. Je raconte une anecdote parce que je crois que c'est assez important. En fait, ça faisait partie de mon scénario, mais ça n'a pas entré dans le film. Donc je profite du débat de vous raconter une scène qui manque. Le musée militaire à Belgrade, où on a tourné les scènes avec Bata Živojinović, pour moi était un clé lieu de tournage parce que c'est le plus vieux musée en Serbie. Donc déjà, le musée militaire, l'histoire militaire, c'est notre histoire. Le musée est partagé, donc le premier étage du musée est consacré à l'histoire des guerres de Serbie du Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Tout le deuxième étage, donc un moitié du musée, est consacré à la Seconde Guerre mondiale. Le deuxième étage est fermé au public il y a presque 10 ans. La raison pour la fermeture est que le gouvernement serbe a dit aux autorités qui gèrent le musée, c'est l'armée serbe, qu'il faut raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans une façon différente. Donc c'est raconter trop du point de vue des communistes, il faut le changer maintenant. Et le directeur du musée a demandé au gouvernement, il a dit bien sûr, aucun souci, si vous voulez, on peut ajouter de l'uniforme de Tchétnik, on peut ajouter d'autres histoires qui ne sont pas là maintenant. Quelle histoire voulez-vous qu'on raconte? Et après il a dit, est-ce que vous voulez qu'on ajoute une exposition sur la guerre en Bosnie, parce que la Serbie n'a jamais officiellement déclaré la guerre en Bosnie, donc comment on raconte la guerre des années 90? Et comme notre gouvernement, et ça veut dire la société serbe, n'a pas eu réponse, comment raconter une guerre qui a eu lieu il y a 60 ans et une guerre qui a eu lieu 15 ans, ça reste fermé, donc on ne raconte pas. Et c'est ça qui me gêne en tant que quelqu'un d'une jeune génération. Il nous manque un récit. Je suis d'accord, j'aime pas l'histoire, comment dire, l'histoire officielle, mais il nous manque un débat sur un récit. Comment raconter le passé? Juste peut-être pour enchaîner sur la Yougo-nostalgie chez les jeunes générations. Donc chez les anciennes générations, je pense qu'on peut la comprendre assez facilement, à savoir la jeunesse perdue, ou à une époque, en tout cas qui est disparue, des références qui ont disparu. Pour les jeunes générations, c'est toujours assez surprenant, pour moi par exemple, un Français qui me rend dans la région, de rencontrer des jeunes qui parlent de ce passé comme s'il était finalement toujours vivant. Et en fait, ça peut se comprendre assez facilement, c'est que vous prenez un jeune de Sarajevo, ou un jeune de Banja Luka, ou un jeune de Skopje qui n'a absolument aucune perspective d'emploi, les taux de chômage sont absolument effrayants, qui ont peu de possibilités de bouger, que ce soit dans les pays voisins ou même à l'étranger, en Europe. La Yougoslavie, pour eux, ça représente d'une part un pays puissant, uni, où on pouvait voyager, on pouvait aller à la mer, on pouvait se déplacer à Belgrade ou ailleurs, et puis où on pouvait voyager à l'étranger assez facilement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc voilà, la Yougo-nostalgie, c'est pas seulement une image perdue, c'est matériellement des choses qui ont disparu et qui empêchent les gens de vivre comme avant. Pour la première fois, je vois beaucoup de films, je suis journaliste, et pour la première fois, je vois quelqu'un qui vient de Serbie et qui parle du fait que ces gens-là qui sont morts, de toutes les nationalités qui sont battues, on jette des fleurs pour eux aussi. Parce
il y en a beaucoup. Et on les a complètement oubliés. Vous êtes la première qui se rappelle de ces gens-là. À Neretva, il y avait des Dalmates, toutes les unités dalmates qui étaient détruites. Et pour ça, moi, je suis de Bosnie, je ne suis pas de Dalmatie, mais bon. Ça veut dire que. Beaucoup de Serbes aussi qui sont morts à Sudesca et Neretva. Et maintenant, je vous remercie pour ça parce que, comme je viens d'une famille mélangée, ça me touche. Est-ce que tout le monde a entendu? Alors, mais je voudrais vous poser quand même la question. Et tous ces films qu'on a vus, les références, est-ce que vous les avez trouvés? Parce qu'il y a la plupart des films qui étaient détruits, je ne sais pas, parce que à Sarajevo, la cinémathèque était détruite. Bon, il y avait certains gens qui ont gardé des films des cinéastes qui vivent ici ou ailleurs. Mais aussi à Zagreb, il y avait des films qui étaient détruits pour les autres raisons, pas pour celles de Sarajevo. Mais je voudrais savoir, par exemple, est-ce que vous avez pu avoir des originaux de ces films ou c'est toujours des copies? Alors, la question c'était est-ce que Mila a pu avoir des originaux des films en question, et aussi la dame avant a mentionné qu'elle remercie Mila et ce film pour avoir montré que finalement toutes les communautés de la Yougoslavie s'étaient battues ensemble à la bataille de la Neretva ou après à la Sudesca. Donc, quant aux archives que j'ai utilisées, ça j'ai recherché partout dans l'ex-Yougoslavie. Donc, je suis allée dans tous les archives qui existent audiovisuelles dans l'ex-Yougoslavie, en Slovénie, en Croatie, en Bosnie et en Serbie. Là, la difficulté était que la commission qui était chargée de, partager les droits de cet héritage n'a jamais fait son boulot. Donc, j'ai eu des difficultés parce que parfois je trouvais quelque chose en Croatie et on me disait que le réalisateur de ces pièces était serbe, le producteur était croate. Si vous pouvez trouver la nationalité de chef opérateur, on peut vous dire à qui appartiennent cet extrait. Donc là, j'ai eu un problème des droits des archives. Quant aux films de fiction, là, c'était un peu plus facile parce que la plupart des films étaient dans la cinémathèque. Donc, quand on a fini le montage du film, on est allé à la cinémathèque et là, on a eu la possibilité d'accéder aux originaux, mais ils n'ont pas nous laissé de sortir de la cinémathèque. Par contre, les archives que vous avez vues, finalement eu l'autorisation des archives de les sortir dans un laboratoire privé. On a fait un scan numérique. C'était vraiment la première fois que quelqu'un a eu la permission de faire quelque chose comme ça. Sortir les vraies bobines quelque part, se déplacer pour faire un scan. Mais malheureusement, les films de fiction, on ne pouvait pas faire ça. Mais je profite de cette question de saluer et vous présenter le producteur du film de la Percheka qui est venu exprès parce que c'est grâce à lui et les moyens. C'est grâce aux moyens techniques et financiers, bien sûr, qu'il a trouvé qu'on a pu faire ça. Donc c'était vraiment un grand travail voilà, avoir les droits, acheter les droits et finalement aller dans un laboratoire privé pour faire tous ces transferts des extraits du film. Voilà. Question? Bravo pour ce film, très utile. Je voulais savoir quel avait été le dernier film tourné dans les studios, chez Avala Film. C'est une question un peu difficile à répondre parce qu'il y avait dans les années, après 2000, il y avait des films tournés dans les studios, mais pas produits par Avala. Donc officiellement, le dernier film produit par Avala, c'était Underground de Kusturica. Ce qui est assez bizarre en fait, mais parce qu'on était dans l'embargo, donc il était obligé de tourner là-bas. Je voulais savoir, moi, est-ce que dans les projections que tu as eues, est-ce qu'il y a eu est-ce que tu as été attaqué, par exemple, en tant que yogo-nostalgique, protestiste? Est-ce qu'il y a eu des réactions assez fortes, violentes, etc. Oui. Mais la chose que j'ai trouvée le plus bizarre et que les plus violentes réponses après la projection, c'était dans l'Europe de l'Est. Chez les jeunes qui viennent de Roumanie, Ukraine, même Pologne, là j'ai eu des moments où on m'a dit
dit en fait, notre parents nous ont raconté le communisme, c'était le pire. Et donc, comment tu peux faire un film qui raconte pas ça? Et là, d'abord, j'essaie d'expliquer que l'expérience de Yougoslavie, c'était quelque chose complètement part de l'expérience du bloc de l'Est, et que pour leurs parents, en fait, la Yougoslavie était l'Ouest et pas l'Est, mais bon, ça déjà, c'était difficile à expliquer. Mais l'autre chose qui m'a vraiment bouleversée est que pour eux, le communisme, on n'en discute pas. Donc c'est vraiment, c'est que la dictature, que des choses noires, et voilà, on met ça pas du tout en discussion. D'ailleurs, les Yougoslaves racontent souvent ces anecdotes, je les ai souvent entendues. Sous la Yougoslavie, les gens de Budapest ou de Bulgarie venaient manger du saucisson chez nous, ou venaient voilà, acheter des vêtements, ou se reposer, ou faire la fête. Et puis maintenant, on voit 20 ans plus tard, ils sont dans l'Union Européenne, et nous on n'y est pas, et c'est nous qui devons aller chercher du travail à l'étranger. C'est une anecdote qui revient souvent. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Monsieur, allez-y. Après, je me tais, c'est promis. Une dernière question justement sur Kusturica. Enfin, son film Underground, ça reprend certaines idées qui sont émises dans le film, notamment sur le fait, ce qu'on entend à la fin dans votre film, Tito, il nous a toujours menti, mais il a toujours... Et Underground, ça reprend un peu cette métaphore du mensonge permanent qui sont cachés dans le... Et je voulais avoir votre avis sur l'évolution de Kusturica. Parce qu'il y a y compris la métaphore du pont qui tombe à la fin, qui fait penser au pont sur l'Adrina, qui est un film qu'il a eu le projet de tourner, je ne sais pas où il en est, qui a eu une dérive assez nationaliste. Donc voilà. Et dernière question, c'était sur le Ulysse de Théo Angelopoulos, qui reprend un film du 19e siècle, 1890 et quelques, où on voit des Macédoniens, ou tout un ensemble de populations d'ex-Yougoslavie faire la fête ensemble. Et est-ce que ce film, vous l'avez vu? Est-ce qu'il existe? Et voilà, c'est un peu Moi, je préfère ne pas discuter sur Kusturica parce que, en tant que cinéaste, il a fait des films que je respecte énormément, surtout les derniers films qu'il a fait. Mais pour moi, à cause de ses actions politiques, disons, en Serbie aujourd'hui, c'est difficile pour moi de le considérer comme cinéaste. Et donc, c'est vraiment difficile pour moi de séparer dans ma tête les films qu'il faisait. Voilà, je sais que si en France, on met en valeur plutôt les films que l'homme, mais pour moi, c'est difficile. Et donc, oui, mais dans Underground, ce qui est assez intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez bien de ce film, mais il y a le moment du film où il sort de l'Underground, il tombe sur un plateau de tournage. L'homme qui est le réalisateur dans ce tournage, il s'appelle Željko Bulajić. Donc c'est une référence très directe et très claire à Željko Bulajić. Donc là, il aussi a joué un peu avec, voilà, qui est le réalisateur de Tito, c'est qui a mis en scène l'histoire officielle de Tito. Mais voilà, oui, donc je m'arrête là sur la question de Kusturica. Quant à Angelopoulos, oui, j'ai beaucoup aimé ce film, mais non, j'ai pas vu le film de Manaki, donc j'en parle. Un peu expliquer comment il a trouvé des moyens et comment il a fait le film. Sorry, I don't speak French. Bah, you speak English. I completely responsible. Сам дал свой переклад. Oui, voilà, donc je réponds pour lui. On a eu l'aide de notre CNC, donc notre ministère de la Culture, Fonds de cinéma. On a eu aussi l'aide de quelques fonds européens. On a eu quelques préventes, disons, en télé européens, surtout RRT en grec, ce qui n'existe plus, malheureusement. Et après ça,
c'était grâce à lui, donc son propre investissement et les investissements privés de ses collègues et amis qui nous ont permis de finir le film. Donc sans ça, on n'aurait jamais pu acheter les droits pour tous les archives et tous les extraits du film qu'on a utilisés. Et comment expliquez-vous tous ces prix que vous avez obtenus? Parce que c'est rare que le documentaire ait tellement... C'est difficile à répondre. Moi, j'ai mis vraiment mon cœur dans ce film, donc j'espère que ça se voit peut-être. Mais en même temps, il me semble que cette idée d'un pays qui a un récit officiel, un rêve, disons, officiel, une cinématographie qui produit les images, pour ça, c'est une chose assez universelle qui se comprend un peu partout. Surtout, j'ai trouvé aux États-Unis, les gens ont vraiment compris, parce que moi, j'ai entendu les Américains, ils ne savent même pas où la Yougoslavie était, donc je ne croyais pas que ça va marcher chez eux. Mais finalement, quand on arrive à cette discussion-là, est-ce que le cinéma a vraiment servi pour construire des récits officiels d'un pays qui imaginait son futur à travers le cinéma? Là, je crois qu'on se comprend très bien en fait avec les autres. Le film a été réalisé en 2010, c'est ça? Pourquoi il ne sort qu'en 2013 en France? Voilà, je dois dire qu'on est heureuse qu'il est sorti en 2013 parce que voilà, c'est grâce à Jacques Choucroun et les femmes de Dérive qui ont eu vraiment confiance dans le film, qui ont dit mais on peut le sortir, on est sûr qu'on aura un public en France que ça est arrivé parce qu'on n'a jamais imaginé que le film va arriver en France dans une salle. Peut-être juste pour revenir un peu sur le film, j'ai lu quelque part que tu avais eu du mal au début à persuader Léka, le projectionniste, de te parler, d'apparaître sur la bobine, et on sent dans le film qu'il est vraiment très ému, que c'est quelque chose de très important pour lui. Si tu pouvais nous expliquer un peu ta rencontre avec lui. Donc d'abord il faut dire que, avec une exception, tous les personnages dans le film ont dit non. On a ici aussi le fils de Bata Jivinovic, donc même son père m'a dit non. Mais finalement, voilà, j'ai vraiment travaillé 5 ans sur le film, donc j'essayais plusieurs fois de ramener des choses que j'ai trouvées dans les archives, et je racontais un peu des choses que je trouve, que je filme, et là j'ai réussi à les convaincre. Le projectionniste, c'était une histoire différente parce qu'au début je ne savais pas qu'il existait. Donc j'ai travaillé sur le film pendant un an et demi, quand quelqu'un dans les actualités, dans l'archive des actualités, m'a dit mais écoute, tu sais, parmi les gens qui étaient proches de Tito, il y avait le projectionniste, il a travaillé pour lui pendant des années, et il est encore vivant. Et donc, je le cherchais, j'ai trouvé son numéro de téléphone, je l'appelais, j'ai expliqué que j'étais en train de faire un film sur ça, et il m'a invité chez lui. Et quand je suis arrivée, il m'a dit, il n'a jamais donné une interview, il ne voulait pas raconter sa vie. Et en fait, il était vraiment, il avait une attitude assez protecteur sur Tito parce qu'il trouvait que tous les gens qui étaient autour de Tito l'ont trahi quand il était mort. Donc, quand il n'était plus populaire, disons, les gens qui étaient autour de lui se sont éloignés voilà. Et donc lui, il ne voulait pas du tout raconter ça, et aussi il était un homme militaire, il était dans la garde militaire, c'est comme ça qu'il est arrivé à Tito, donc il a eu ce comportement. Et donc voilà, et il m'a dit, je vous raconte tout sur ma vie, mais je ne donne pas une interview devant une caméra et une chose comme ça. Et en fait, c'est une histoire assez drôle parce que c'était un des moments les plus, lucides de ma vie. J'étais chez lui et il y avait des images d'une jeune fille partout. Je lui ai demandé ce qu'il était. Il m'a dit mais c'est sa petite fille. Il a commencé à me raconter comment il s'occupe d'elle, tout ça. Et je lui ai dit finalement mais est-ce qu'elle vous avait jamais vu en faisant votre boulot? Et il m'a dit non. Et je dis si je réussis à trouver votre projecteur, est-ce qu'on peut aller avec vous et elle pour tourner juste ça? Donc sans faire un interview. Il m'a dit oui, volontiers, je voudrais bien, parce qu'il n'est pas revenu dans le village de Tito depuis les funérailles, depuis 80 ans. Il m'a pris lui un an d'avoir l'accès à le village de Tito, donc ça a pris un an. Et finalement, on est allé là seul pour regarder, et là j'ai compris que c'était vraiment détruit.
Et donc je suis allée chez lui pour lui dire, mais écoutez, il ne reste rien. Et il m'a dit, mais non, je suis sûre que je peux trouver mes projecteurs, je suis sûre que les films sont encore là. Et j'avais vraiment peur parce que je savais que ce serait un moment très bouleversant pour lui. Mais finalement, voilà, on est allé là, on n'a rien trouvé, mais il a commencé à parler. Et après ça, une vraie amitié a commencé parce qu'après ça, il m'a dit, écoutez, je voudrais bien aller là, et là, et là, et comme ça, mais on a travaillé ensemble presque 3 ans. Et même la liste de films que vous avez vus dans le film, j'avais fini le tournage, et après ça, quand sa femme est morte, je suis allée chez lui assez régulièrement pour boire des cafés, et j'étais presque finie avec le montage. Après le montage a pris 1 an. Donc, beaucoup plus tard, il m'a dit, tiens, il y a une chose que je ne t'ai jamais montrée, il m'a donné la liste. Donc, c'était vraiment une chose qui a pris assez de temps. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il a gardé des notes très précises sur chaque film qu'il a montré à Tito. Donc maintenant, on travaille sur regarder, par exemple, la soirée quand Castro était là, quel film Tito a choisi de lui montrer. Donc maintenant, je travaille sur quel film Tito a choisi à montrer à ses invités. Donc c'est très intéressant comme histoire. C'était quoi? J'ai une question qui enchaîne sur la question précédente, c'est que vous n'avez pas vraiment parlé du rapport de Tito au cinéma, enfin à l'image, ça a l'air d'être très important pour lui apparemment. On se demande même si une partie de sa vision politique n'était pas formée par le cinéma. Enfin, je dis ça en ne connaissant pas du tout même l'histoire de la Yougoslavie. Mais donc vous allez travailler là-dessus dans l'avenir. En Russie pendant la révolution bolchevique. Et donc, j'ai jamais trouvé une confirmation, mais j'imagine qu'il avait vu les trains qu'ils ont. Donc, j'imagine qu'il était vraiment conscient du fait que la propagande à travers le cinéma, c'est une chose qui marche assez fort. Cela dit, j'ai trouvé, parce qu'il y a quand les cinéastes ont fait des visites officielles à Tito, on a enregistré leur conversation. Et donc là, j'ai trouvé qu'il leur a dit, par exemple, le premier film yougoslave qui était fait, c'était vraiment fait sur un modèle soviétique. Et là, j'ai trouvé Tito qui parle avec le réalisateur, on lui dit oui, c'est bien pour le début de notre cinéma, ça a bien marché, mais c'est trop, comment dire, one-dimensional. Une direction, voilà. Donc déjà là, il le critiquait parce qu'il trouvait que c'est trop de propagande. Ça, je trouvais très intéressant. Une autre chose qui m'a vraiment bouleversée, et quand j'ai regardé, donc il avait des réunions avec l'équipe qui travaillait sur Sutiska. Parce que là, il était vraiment impliqué parce que c'est l'histoire de lui, de sa blessure pendant la guerre. Une chose qui m'a vraiment bouleversée quand j'ai regardé ses notes sur le scénario, il s'agitait chaque fois sur cette personne n'était pas présente pendant cette conversation, cette brigade n'était pas sur cette colline. Donc il était vraiment, parce que pour moi, j'ai regardé ce film comme la propagande. Mais quand vous regardez vraiment le travail qu'il avait fait avec, parce qu'il y avait aussi des généraux de l'armée yougoslave qui étaient impliqués sur l'écriture des scénarios, ils ont vraiment travaillé sur on ne peut pas dire ça, on ne peut pas mettre ça parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça, je trouvais vraiment bouleversant. Pour moi, c'était complètement inattendu. Bien sûr, ce sont des films de propagande. Bien sûr, c'est une mise en soi de Tito, mais en même temps, quelqu'un a vraiment travaillé sur quelle était la vraie histoire de cette bataille. Ouais, non, c'est bon. Moi, je voulais juste savoir, bon, ce film et ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est se faire une idée, c'est la jeunesse qui essaye de se faire une idée de ce que pouvait être ce pays qui n'existait pas. Et alors, il y a une partie de nostalgie, on a un peu une nostalgie de quelque chose que vous n'avez à peine connu du reste, puisque vous êtes très jeune. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que ce personnage, qui est quand même fascinant, qui est un metteur en scène, là, et on le voit derrière une caméra, comment est-ce que vous, les gens de votre génération, le perçoivent aujourd'hui dans l'histoire? Quelle place il a pour vous dans votre histoire et dans peut-être votre affectif, je sais pas. C'est une question très difficile pour moi. Donc je dois avouer que moi je viens d'une famille qui était fortement pro-yougoslave, mais vraiment anticommuniste. Gauche, mais anticommuniste. Donc moi j'ai grandi dans une maison où Tito n'était pas du tout populaire. Pas du tout.
Et donc, quand j'ai commencé le travail sur ce film, il n'était pas pour moi le personnage clé, c'était vraiment le studio. Mais quand j'ai plongé dans les archives, quand j'ai trouvé tous les documents, quand j'ai vu vraiment qu'il était tellement impliqué qu'il a mis en scène la Yougoslavie, j'ai compris que c'est pas possible de raconter l'histoire de la Yougoslavie et passer à côté de Tito. C'était pas possible. Et là, je me suis trouvée dans une situation... voilà, c'est quoi mon point de vue sur lui. Et finalement, j'ai compris que c'est la liberté de ma génération de ne pas prendre un parti pris sur cette question. Moi, quand j'étais petit à l'école, ça arrivait assez souvent, un moment assez mystérieux, quand quelqu'un qui a comme vous 11 ans ou 12 ans, qui vous demande « Et votre grand-père, de quel côté était lui dans la Seconde Guerre mondiale ?» Mais c'était toujours une question dangereuse. Donc j'ai grandi dans un pays où c'était vraiment, on était soit là, soit là. Et je me trouve libre dans ma génération de dire mais ça ne m'intéresse pas. Donc je ne suis pas obligée de dire je suis pro ou je suis contre, j'ai la liberté de dire c'est une question vraiment complexe. C'était un grand homme politique sans doute. Il n'y avait pas la liberté politique en Yougoslavie, c'est clair, mais en même temps, on a eu des passeports, on pouvait voyager. Donc, je me trouve dans une position où je ne dois pas déclarer ma position sur Tito. Et en fait, c'est ça ma partie, de dire c'est complexe, c'est une question complexe. On a la liberté de laisser les choses comme ça, c'est assez dans l'ambiguïté. Voilà. Non, parce que ici en Europe, il était quand même plutôt populaire. Enfin, moi je me souviens, j'avais quoi, 17 ans quand il est mort. Bon, voilà, c'était quelqu'un qui était plutôt bien vu, quoi. Sauf par les gens qui ont souffert de répression politique. Oui, bien sûr. Peut-être une dernière question qui m'intéresse. Toi, tu es très jeune, voilà, tu te lances dans le documentaire, sur un film qui a un gros succès. Est-ce qu'il y a en Yougoslavie, on est en ancienne Yougoslavie, est-ce qu'il y a un renouveau du cinéma et plus particulièrement du documentaire? Je sais qu'il y a des festivals de cinéma documentaire au Kosovo, un peu partout. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération comme ça de cinéastes en Croatie, en Serbie? Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce qu'il y a une nouvelle vague qui est en train d'émerger? Moi, je crois que malgré le manque de soutien du côté de l'État, donc malgré notre budget pour la culture, oui, on voit une nouvelle énergie vraiment dans une jeune génération partout dans l'ex-Yougoslavie, et je crois qu'on est présent pour une renaissance du cinéma, disons, yougoslave. Et je dis yougoslave parce que à cause des choses, surtout les choses sur la production, donc à cause des fonds européens qui exigent les coproductions, la plupart des films qui sont faits maintenant dans l'ex-Yougoslavie sont des coproductions. Donc, par exemple, en Serbie, Bosnie, chaque an, ils produisent plus de coproductions que les productions nationales. Et les partenaires, la majorité des partenaires pour les coproductions, ce sont des autres républiques ex-yougoslaves. D'abord pour la question de la langue, on n'est pas obligé de traduire le scénario, les comédiens peuvent jouer sur cette langue, mais il y a aussi des raisons parce qu'on est en train d'ouvrir des questions assez difficiles sur les années 90, même sur la Seconde Guerre mondiale, maintenant même sur la Première Guerre mondiale. Donc il y a un cinéma yougoslave, en fait, ça existe, ce sont les coproductions entre les pays ex-yougoslaves qui sont en train de... Voilà. On espère qu'il va aller loin, qu'il aura le succès des studios Avala, sans une fin aussi tragique. Donc voilà, merci à tous. Juste une dernière chose, je vais t'intéresser parce que vous disiez sur votre approche de Tito, où dans votre famille vous étiez à gauche, mais sans forcément être soutenir Tito.
Et ça m'a fait penser à des propos de Marina Abramovic. Oui. Quand j'ai fait un ciné-débat sur le film qu'il y a eu sur elle, oui. Et elle raconte notamment que quand elle était petite, sa mère l'obligeait à se lever pendant la nuit, refaire son lit, oui. Qu'elle lui envoyait des albums, même quand elle était très connue, de photos et qu'elle les a retrouvées après la mort de sa mère et que sa mère avait arraché toutes les pages où elle était nue dans ses performances. Alors, c'était pour savoir un petit peu ce que vous pensiez d'Abramovic et puis si ça vous parle aussi par rapport au fait que vous soyez pas typiste. Bah oui, non, moi je trouve une femme formidable du côté de son courage. Je suis pas tout à fait... Parce qu'elle elle parle de son enfance comme un vrai traumatisme. Pour moi, c'est pas du tout une chose pareille, donc je ne trouve pas là-dedans, mais des choses qu'elle fait, je trouve formidables, oui, bien sûr. J'ai vu aussi le truc que Robert Wilson a fait avec elle sur sa vie, et je trouve ça un peu trop... En fait, mais je sais pas, je suis pas sa génération, c'est plutôt une question pour ma mère que pour moi, parce que j'ai pas vécu... Elle a aussi l'œuvre de ma mère. Voilà, donc... mais oui, voilà, c'est ça. D'accord. Ok, et c'était plus sur la sensibilité politique en fait. Hein, Oui. Non, mais c'est difficile à expliquer aux gens qu'on pouvait être, disons, à la gauche, mais pas... Voilà, c'est ça. Bon, ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.